50 000 gorges hurlaient d'extase, tandis que le sang du vaincu maculait le sable doré. Mais dans les tunnels souterrains du Colisée, là où la lumière du soleil ne pénétrait jamais, Livia pouvait sentir l'odeur de fer mêlée à la sueur et à la terreur. Enchaînée dans l'obscurité absolue, la jeune femme de 19 ans écoutait chaque vibration de la foule traverser les murs de pierre comme les vagues d'une mer déchaînée, célébrant la victoire de l'homme qui viendrait la chercher dans quelques heures. Elle ignorait ce que signifiait cette sélection. Elle ne comprenait pas pourquoi on avait lavé son corps, peigné ses cheveux, revêtu d'une tunique propre. Elle n'imaginait pas que sous le monument architectural le plus glorieux de l'Empire romain existait un réseau de chambres secrètes où son nom serait gravé dans le bronze, où ses cris seraient absorbés par des murs conçus pour contenir les sons, où la bureaucratie romaine avait transformé l'impensable en procédure administrative. Ce qui s'est produit cette nuit d'août de l'an 79 est demeuré enfoui pendant près de 2000 ans, non par accident, non par oubli, mais parce que même les chroniqueurs de l'Empire ont hésité à consigner par écrit une honte trop immense. Lorsque des archéologues ont percé le sol sous le Colisée en 2018, ils ont découvert quelque chose qui changerait à jamais notre compréhension de Rome. Des salles rectangulaires avec des anneaux de fer scellés dans les murs, des rigoles d'évacuation dans les sols, des traces d'ongles griffant la pierre et 6 plaques de bronze datées entre 79 et 82, chacune gravée d'un seul mot confirmant l'inavouable. 847 personnes furent amenées comme captifs de guerre cet été-là. Parmi eux, 124 femmes de l'aristocratie tribale, filles de chefs, épouses de guerriers, prêtresses de dieux étrangers. Rome ne se contentait pas de vaincre. Elle devait humilier, briser les symboles, soumettre les corps pour assassiner l'esprit de résistance jusqu'à ce que le concept même de rébellion soit effacé de la mémoire collective. Mais quelque chose s'est produit dans cette chambre souterraine que personne n'avait prévu. Une conversation impossible entre bourreau et victime. Une décision qui fissurerait le système. Un geste minuscule qui forcerait le Sénat romain à voter pour la première fois de l'histoire une loi interdisant ce qui pendant des générations avait été célébré comme droit sacré des vainqueurs. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement l'histoire de Livia. C'est la révélation de comment la civilisation la plus avancée de l'Antiquité a construit une machine de terreur sexuelle si efficace qu'elle exigeait une infrastructure permanente, des registres bureaucratiques et des protocoles médicaux. Comment l'architecture du Colisée dissimulait dans ses souterrains non seulement des cages pour les bêtes sauvages, mais des chambres spécifiques pour traiter les trophées humains. Comment la gloire de Rome fut édifiée sur des fondations qu'aucun manuel scolaire ne mentionnera jamais. Avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire ensevelie pendant 2 millénaires, permettez-moi de vous inviter à faire partie de cette communauté qui ose regarder l'histoire en face, sans détour ni censure. Si ces premières révélations ont éveillé votre curiosité, si vous ressentez ce frisson particulier que procure la découverte de vérités longtemps dissimulées, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que nous créons ensemble est une plongée dans les secrets les mieux gardés des empires, dans les vies de femmes dont les noms furent effacés, mais dont les traces demeurent gravées dans la pierre et le bronze. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ce récit vous touche, car votre soutien permet à ces histoires oubliées de retrouver la lumière. Et surtout, partagez avec nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui, que ce soit votre pays, votre ville ou votre région. Nous aimerions également connaître quel personnage historique vous aimeriez découvrir dans nos prochaines investigations. Votre voix compte. Vos suggestions façonnent le contenu que nous explorons ensemble. Maintenant, retournons dans les couloirs sombres du Colisée, car l'histoire de Livia ne fait que commencer. L'an 79 après Jésus-Christ marque un tournant dans l'histoire de Rome. L'empereur Titus, fils de Vespasien, vient tout juste de monter sur le trône impérial après la mort de son père survenue quelques semaines plus tôt. Pour consolider son pouvoir et gagner la faveur du peuple romain, il organise 100 jours de jeux spectaculaires destinés à inaugurer officiellement le plus grand amphithéâtre jamais construit par l'humanité, le Colisée. Achevé à peine 1 an auparavant, cet édifice colossal domine Rome comme un monument à la fois au génie architectural et à la sauvagerie organisée de l'Empire. C'est dans ce contexte que le général Marcus Antonius revient victorieux de sa campagne militaire contre les tribus de Dacie.
cette région montagneuse située aux confins orientaux de l'Empire, dans l'actuelle Roumanie. Sa conquête rapporte à Rome non seulement de l'or et des territoires, mais également 847 captifs de guerre, parmi lesquels 124 femmes issues de l'aristocratie locale. Ces prisonnières ne sont pas de simples esclaves destinés aux travaux domestiques, elles représentent les symboles vivants de la résistance vaincue, filles de chefs tribaux, épouses de guerriers, prêtresses des cultes ancestraux. Les jeux du cirque ne servaient pas uniquement au divertissement populaire. Ils constituaient un instrument politique redoutable, un rituel religieux sanctionné par les dieux et un moyen de contrôle social unifié dans un seul spectacle d'une cruauté raffinée. Derrière la façade glorieuse des combats de gladiateurs se dissimulait une mécanique d'humiliation méthodiquement planifiée, conçue pour briser non seulement les corps, mais également l'âme collective des peuples soumis. Parmi les vainqueurs de cette journée sanglante se tenait Gaius Valerius Maximus, un colosse de 32 ans mesurant près de 2 mètres. Son corps était couvert de cicatrices, mémoire vivante d'innombrables combats menés dans l'arène. Né esclave après l'exécution de son père pour dettes impayées, il avait passé 14 années à tuer des hommes pour le plaisir du public. Ce qu'il désirait par-dessus tout était la rudis, cette épée de bois symbolisant la liberté promise aux gladiateurs exceptionnels. Ce qu'il redoutait le plus était de mourir anonyme, traîné hors de l'arène comme un déchet sans valeur, après avoir tant versé de sang. Ce jour-là, au mois d'août, il venait d'abattre le champion des prisonniers devant l'empereur Titus lui-même. Sa récompense suivait un protocole établi, 500 deniers d'or, une couronne de laurier et le droit de choisir une captive parmi celles amenées des montagnes de Dacie. Livia portait les traits caractéristiques de son peuple, peau claire, cheveux sombres, regard fier malgré les chaînes. Avant que les légions romaines n'incendient son village, elle était fiancée à un guerrier nommé Décébalus. Elle l'avait vu mourir sous les lames 3 mois auparavant. Depuis lors, elle n'espérait plus qu'une seule chose, mourir avec dignité, sans supplier ses bourreaux. Mais le matin de ce jour fatidique, un garde lui annonça qu'elle avait été sélectionnée pour le spectacle de l'après-midi. Elle ignorait encore que la miséricorde romaine pouvait se révéler plus terrifiante que sa cruauté affichée. Dans quelques heures, ces 2 destins brisés allaient se rencontrer dans l'obscurité des souterrains, là où personne ne peut témoigner, là où l'Empire révèle son véritable visage. Sous l'apparence du divertissement, les Jeux de Rome dissimulaient un instrument d'asservissement d'une efficacité redoutable. L'Empire avait parfaitement compris qu'une conquête militaire ne suffisait jamais à soumettre véritablement un peuple. Il fallait aller plus loin, bien plus loin. Il fallait souiller les symboles sacrés, profaner les traditions ancestrales et faire des femmes les preuves vivantes de la domination absolue. Ce que les fouilles archéologiques de 2018 ont révélé dépasse tout ce que les historiens avaient osé imaginer. Sous le sable doré du Colisée existait un réseau sophistiqué de couloirs, de cages et de chambres où l'Empire gardait ses trésors les plus précieux, non pas en or ou en pierre, mais en chair et en sang. Dans les coulisses de cette machinerie infernale, la préparation des captives suivait un protocole minutieux qui ne laissait rien au hasard. Dès leur arrivée dans les souterrains, les prisonnières étaient triées selon des critères précis: âge, apparence physique, origine sociale. Des scribes prenaient des notes sur des tablettes de cire, observant leur état général, leur visage, leur corps. Chaque détail était consigné avec une rigueur administrative qui transformait l'horreur en simple procédure bureaucratique. Les femmes, jugées dignes d'être offertes aux gladiateurs victorieux, étaient séparées des autres et conduites vers des salles spécifiques où elles seraient lavées, peignées, revêtues de tuniques simples. Cette propreté imposée ne relevait pas de la compassion, mais d'un rituel codifié destiné à maximiser l'humiliation. Elles devaient paraître présentables pour leur futur maître. Une prêtresse âgée nommée Zalmoxis, elle-même captive depuis plusieurs années, murmura à Livia ces mots terrifiants. « Elle nous prépare pour le jeu ou pour ce qui vient après ». Cette phrase énigmatique masquait une réalité que les nouvelles prisonnières découvriraient bientôt. Le système romain ne se contentait pas d'offrir des esclaves aux vainqueurs. Il avait institutionnalisé une forme de récompense bien plus sinistre, ancrée dans les traditions les plus anciennes de la guerre. Le corps des femmes vaincues comme trophée légitime du conquérant. Cette pratique possédait même un cadre légal implicite,
transmis de génération en génération parmi les organisateurs des Jeux, les maîtres de gladiateurs et les administrateurs impériaux. Lorsque le soleil atteignit son zénith, 20 femmes furent conduites dans les ascenseurs souterrains du Colisée. Ces plateformes de bois et de fer, véritables prouesses d'ingénierie pour l'époque, permettaient de hisser fauves, gladiateurs et prisonniers directement sur l'arène depuis les profondeurs. Livia émergea dans un déluge de lumière et de bruit assourdissant. La chaleur écrasante, la poussière soulevée par les combats précédents, l'odeur âcre de la sueur mêlée au sang séché, emplissaient l'air d'une atmosphère suffocante. Les captives furent alignées devant la foule déchaînée. Un héros, d'une voix puissante amplifiée par l'acoustique naturelle de l'amphithéâtre, énuméra leurs crimes présumés. Résistance à l'autorité romaine, protection de rebelles, refus de sacrifier aux dieux de l'Empire. Puis l'annonce tomba comme un coup près. Elles auraient une chance d'obtenir la clémence en s'affrontant entre elles. Armées de simples épées de bois, vêtues de haillons, elles devraient se battre par paires sous le regard de milliers de spectateurs avides de spectacles. Les gagnantes seraient réclamées par les champions de Rome comme butin légitime. Les perdantes périraient sur place, égorgées ou livrées aux bêtes sauvages selon le bon vouloir de la foule. Ce spectacle macabre servait un double objectif, divertir le peuple tout en envoyant un message politique clair aux provinces conquises. Vos femmes, vos filles, vos sœurs ne vous appartiennent plus. Elles sont désormais propriété de Rome. Livia sentit la peur la paralyser lorsqu'elle découvrit qui se tenait face à elle. Camacicus, la sœur de son fiancé défunt, une amie d'enfance avec qui elle avait partagé jeux et confidences dans les montagnes de Dacie avant que le monde ne s'effondre. Le signal fut donné par un coup de trompette strident, mais aucune des deux femmes ne bougea. La foule se mit à hurler, d'abord d'impatience, puis d'irritation, enfin de colère. Des débris furent lancés depuis les gradins, morceaux de pain dur, fruits pourris, pierres. Les insultes pleuvaient de toutes parts, exigeant du sang, réclamant le spectacle promis. Mais les deux captives restèrent immobiles, refusant le rôle que Rome voulait leur imposer, refusant de devenir les instruments de leur propre destruction. Pendant 1 minute et demie interminable, 2 femmes désarmées défièrent le plus puissant empire de la Terre simplement en refusant de lever leurs armes l'une contre l'autre. Ce geste de résistance passive, aussi bref fut-il, résonnait comme un acte de rébellion inouï dans un lieu conçu précisément pour célébrer la soumission absolue. Les gardes finirent par intervenir brutalement, frappant Camacicus à coups de lance, traînant Livia par les cheveux vers les souterrains. Ce qui devait être une scène de théâtre sanglant s'était transformé en acte de défi silencieux. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'une fraction de la vérité ensevelie sous les pierres du Colisée. L'histoire de Livia et de toutes ces femmes dont les noms furent effacés représente bien plus qu'un simple récit du passé. C'est un témoignage bouleversant sur la capacité de résistance de l'esprit humain face aux systèmes les plus implacables de domination. Si ces révélations vous touchent profondément, si vous ressentez l'importance de préserver ces mémoires oubliées, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne qui s'engage à faire revivre ces voix silencées par les siècles. Chaque vidéo que nous créons ensemble représente des heures de recherche dans les archives, l'étude de documents archéologiques et la consultation de sources historiques rarement accessibles au grand public. Votre like est bien plus qu'un simple geste. C'est un acte de reconnaissance envers ces femmes dont l'histoire mérite d'être connue. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à nous dire quels autres personnages historiques vous aimeriez voir explorer dans nos prochaines enquêtes. Votre participation active transforme cette chaîne en une véritable communauté dédiée à la quête de vérité historique. Maintenant, retournons dans les profondeurs du Colisée, car ce qui va suivre révèle un aspect encore plus troublant de cette machinerie impériale. Les 2 femmes furent emmenées non pas vers les cellules d'exécution, mais vers ce que les Romains appelaient avec cynisme la récompense des vainqueurs. Dans les registres officiels retrouvés dans les archives du Vatican, on nota froidement cette phrase administrative glaçante. 20 captives de Dacie, traitées selon les traditions de la victoire, 2 transférés pour usage exclusif des champions. Ces mots anodins dissimulaient un système d'exploitation si perfectionnement organisé qu'il fonctionnait comme une véritable administration parallèle. Chaque victoire gladiatoriale, chaque cérémonie triomphale, chaque corps féminin faisait partie d'un engrenage huilé,
conçu non pas pour la vengeance spontanée, mais pour la domination méthodique et durable. Lorsque Gaius Valerius Maximus pénétra dans la chambre où Livia était enfermée, la lumière vacillante des torches dessinait sur les murs des ombres inquiétantes qui semblaient danser au rythme des flammes. Lui, encore couvert du sang de ses adversaires, le corps luisant de sueur après le combat épuisant qu'il venait de livrer sous le soleil écrasant. Elle, acculée contre le mur de pierre froide, sans aucune possibilité de fuite, sans la moindre arme pour se défendre. Il possédait tous les droits accordés par la loi romaine et la tradition militaire. Elle n'en avait strictement aucun. Son statut de captive de guerre la plaçait en dehors de toute protection juridique, réduite à l'état d'objet dont on pouvait disposer librement. Mais ce qui se produisit ensuite dans cette cellule souterraine n'était écrit dans aucun manuel de droit romain, n'apparaissait dans aucun protocole officiel. Gaius, comme on l'appelait familièrement dans l'arène, posa lentement son casque sur le sol de pierre, s'assit sur le banc rudimentaire adossé au mur et resta silencieux pendant de longues secondes qui parurent interminables. Puis, dans un dialecte hésitant qu'il avait appris au contact d'autres prisonniers daciens au fil des années, il prononça une phrase que Livia n'aurait jamais imaginé entendre dans pareilles circonstances. Quel était son nom? La jeune femme, désorientée par cette question inattendue, répondit d'une voix tremblante. « De qui parles-tu » Le gladiateur fixa le sol comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules avant de murmurer. « L'homme qu'ils t'ont fait regarder mourir. » Ainsi commença dans cette cellule de pierre la plus improbable des conversations. Celle entre un bourreau et sa victime désignée, entre un homme forgé par 14 années de violence pour devenir une machine à tuer et une femme condamnée uniquement pour avoir aimé un guerrier du camp adverse. Pendant de longues minutes, le silence pesait entre eux comme une chape de plomb, seulement brisé par les échos lointains des cris de la foule qui continuait à célébrer les jeux au-dessus de leur tête, ignorant totalement le drame silencieux qui se jouait dans les profondeurs. Livia observait cet homme qui, quelques heures plus tôt, incarnait la gloire sanglante de Rome et qui, à présent, semblait écrasé sous le poids de sa propre victoire, comme si chaque triomphe ajoutait une pierre supplémentaire au fardeau qu'il portait. Gaius finit par raconter qu'il avait effectivement tué un certain Décébalus lors de la campagne en Dacie, peut-être le frère ou un cousin du fiancé que Livia avait perdu. Il parla de son propre père, exécuté pour dette impayée lorsqu'il n'était qu'un enfant, de ses longues années d'esclavage dans les écoles de gladiateurs, de la peur constante d'être remplacé par un combattant plus jeune, plus rapide, plus fort, et d'être finalement oublié, effacé de la mémoire collective comme tant d'autres gladiateurs avant lui dont personne ne se souvenait même du nom. Livia, surmontant sa terreur initiale, lui raconta à son tour la destruction méthodique de son village natal, les cris des femmes et des enfants, les flammes dévorantes qui consumaient tout sur leur passage, la poussière qui obscurcissait le ciel et la promesse solennelle qu'elle s'était faite de ne jamais supplier ses bourreaux, de préserver jusqu'au dernier souffle sa dignité d'être humain. Deux êtres arrachés brutalement à leur humanité par les rouages impitoyables de l'Empire tentaient dans cet espace clos, loin des regards du monde, de se la redonner mutuellement. Les gardes passèrent 2 fois devant la porte de la cellule durant cette nuit étrange, entendirent leurs voix qui dialoguaient et crurent naturellement qu'il accomplissait la tâche que la coutume et la tradition exigeaient de lui. En réalité, par ce simple acte de conversation, il refusait l'ordre du monde auquel il appartenait depuis si longtemps, cet ordre qui transformait les êtres humains en instruments de domination ou en objets de possession. Lorsque la 6e heure sonna, marquée par le son grave d'une cloche lointaine, Gaius Valerius prit une décision qui allait sceller son destin et celui de Livia. Il se leva calmement, appela les gardes postés dans le corridor et déclara d'une voix ferme et assurée, sans la moindre hésitation: « Cette femme est malade. Je la rejette. Qu'on l'emmène immédiatement au médecin pour examen. » C'était le seul mensonge possible, la seule faille exploitable dans ce système où absolument tout était consigné, enregistré, documenté avec une rigueur administrative implacable. Les captives soupçonnées d'être contaminées par une quelconque maladie étaient systématiquement retirées du circuit des récompenses, car même Rome, dans toute sa brutalité assumée, redoutait la propagation d'épidémies plus que la honte morale. Le garde regarda longuement Gaius, comprit parfaitement ce qui se jouait dans ce mensonge transparent, mais n'insista pas.
La bureaucratie impériale préférait toujours la facilité administrative aux scrupules moraux qui auraient compliqué inutilement les procédures établies. Livia fut donc transférée vers les salles médicales situées dans une autre section des souterrains, loin des chambres de récompense, loin du système qui l'avait désignée comme trophée humain. Elle mourut 3 jours plus tard, d'une infection banale, dans un silence que personne ne rompit, sans cérémonie, sans témoin, sans que son nom soit gravé sur aucune stèle commémorative. Mais ce geste apparemment minuscule de Gaius, cette décision de refuser ce que la loi et la tradition lui accordaient comme droit légitime, avait créé une onde de choc imperceptible qui allait se propager bien au-delà des murs du Colisée. Gaius Valerius continua de combattre dans l'arène durant les semaines suivantes. Il remporta 2 nouveaux duels meurtriers ce mois-là, face à des adversaires redoutables venus de provinces lointaines. Chaque fois, lorsqu'on lui présenta les récompenses traditionnelles auxquelles il avait droit en tant que vainqueur, il les refusa catégoriquement, provoquant la stupéfaction des organisateurs et la perplexité croissante du public. Certains spectateurs disaient qu'il avait perdu la raison suite à un coup violent reçu à la tête lors d'un combat précédent. D'autres murmuraient qu'il s'était secrètement converti à une secte orientale mystérieuse prêchant la pitié et la compassion envers les vaincus, des valeurs considérées comme dangereusement subversives pour l'ordre romain. La vérité était infiniment plus simple et plus profonde à la fois. Il venait de redécouvrir son humanité perdue après 14 années passées à tuer pour survivre. Mais dans une société où la compassion envers les ennemis vaincus pouvait être facilement perçu comme un acte de trahison envers l'Empire, son comportement inhabituel provoqua un véritable séisme politique dont les répliques se feraient sentir pendant des mois. Le 15 septembre de l'an 79, le Sénat romain fut officiellement saisi d'une plainte formelle déposée par Quintus Aurelius Semicus, un sénateur influent dont le neveu, jeune gladiateur prometteur, avait été sévèrement battu par son maître d'armes pour avoir tenté d'imiter publiquement l'exemple troublant donné par Gaius en refusant à son tour une captive qui lui était offerte. Le débat houleux qui s'ensuivit dans l'enceinte sacrée du Sénat dura plus de 4 heures et bouleversa profondément l'aristocratie romaine, forçant pour la première fois des hommes qui avaient bâti leur fortune colossale sur la guerre et la conquête à questionner ouvertement les fondements mêmes de leur puissance. Certains sénateurs, menés avec véhémence par le conservateur Fabius Maximus, défendirent farouchement la tradition ancestrale en argumentant que Rome devait absolument tout à sa capacité d'exercer une brutalité sans limite ni remords. C'était précisément en conquérant non seulement les territoires, mais également les corps et les âmes que l'Empire avait prospéré et s'était étendu aux 4 coins du monde connu. Abandonner ces pratiques millénaires revenait selon eux à affaiblir dangereusement les fondations mêmes de la romanité. D'autres sénateurs, influencés par la philosophie stoïcienne qui gagnait du terrain parmi l'élite intellectuelle et alertés par les rapports inquiétants des gouverneurs provinciaux, exprimèrent des préoccupations pragmatiques sur les conséquences politiques à long terme de ces pratiques. 3 gouverneurs avaient déjà signalé dans leurs correspondances officielles des révoltes locales directement alimentées par les récits de captives violées qui circulèrent dans les provinces conquises, attisant une haine tenace qui menaçait de revenir un jour frapper Rome au cœur. Le Sénat, sous une pression croissante et face à l'instabilité politique naissante dans plusieurs régions de l'Empire, finit par voter une loi historique baptisée Lex Captivi. Cette législation révolutionnaire, promulguée officiellement le 1er octobre de la même année, interdisait formellement l'usage public des prisonnières de guerre comme récompense offerte aux gladiateurs victorieux. Elle n'abolissait nullement l'esclavage profondément ancré dans la société romaine, ni ne mettait fin aux innombrables abus quotidiens que subissaient les captifs dans la sphère privée, mais elle mettait un terme définitif à la théâtralisation spectaculaire de cette cruauté, à sa célébration publique comme valeur positive de la civilisation. L'application de la Lex Captivi fut profondément inégale selon les régions de l'Empire, variant considérablement en fonction du zèle des gouverneurs locaux et de leur proximité avec le pouvoir central. Le principe fondamental était néanmoins établi pour la première fois dans l'histoire romaine. Même Rome, dans toute sa puissance apparemment illimitée, devait feindre l'existence d'une limite morale, reconnaître publiquement que certains actes ne pouvaient plus être célébrés ouvertement comme des vertus civiques.
3 mois après la promulgation de cette loi révolutionnaire, Gaius Valerius Maximus obtint enfin la rudis tant convoitée, ce précieux symbole de liberté remis aux gladiateurs exceptionnels. Ironiquement, il ne la reçut pas pour sa clémence inhabituelle qui avait déclenché un débat politique sans précédent, mais pour avoir remporté 5 combats supplémentaires particulièrement spectaculaires qui avaient enthousiasmé le public romain. Il quitta l'arène en homme libre et selon les archives municipales minutieusement conservées, sa première action en tant qu'affranchi fut d'acheter, puis d'affranchir immédiatement une esclave originaire de Dacie, nommée Camacicus. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir s'il s'agissait de la même femme qui s'était tenue aux côtés de Livia lors de cet acte de résistance silencieuse dans l'arène, celle qui avait refusé de lever son arme contre son ami d'enfance. Les textes administratifs ne le confirment pas explicitement avec une certitude absolue, mais l'ensemble des éléments concordants laisse fortement penser que c'était bien elle, sauvée in extremis par un homme qui avait retrouvé sa conscience au fond d'une cellule souterraine. Cette histoire aurait facilement pu se perdre définitivement dans les méandres du temps, effacée comme tant d'autres récits jugés embarrassants pour la grandeur impériale. Mais elle laissa une trace indélébile dans les registres administratifs du Sénat, conservés avec une rigueur bureaucratique exemplaire et dans la mémoire collective des esclaves qui la transmirent par murmures précautionneux de génération en génération, gardant vivante la flamme de ce moment où l'humanité avait refusé d'obéir aux ordres. Gaius mourut quelques années plus tard dans des circonstances qui demeurent floues, oubliées des chroniqueurs officiels et des citoyens puissants, mais secrètement honoré par celles et ceux qui l'avaient libéré, qui voyaient en lui la preuve tangible qu'au sein même du monstre impérial, un cœur pouvait encore choisir la compassion plutôt que la violence gratuite. Les siècles passèrent inexorablement, effaçant progressivement les noms des protagonistes de l'histoire officielle, mais jamais complètement les traces physiques de ce qui s'était produit. Les historiens romains, puis médiévaux plusieurs siècles après la chute de l'Empire, mentionnèrent vaguement l'existence d'une législation concernant le traitement des captifs de guerre, sans jamais en détailler véritablement les origines scandaleuses ni les circonstances troublantes qui avaient conduit à son adoption. Ce n'est qu'au XXIe siècle, sous les fondations millénaires du Colisée partiellement effondré, que la vérité commença véritablement à ressurgir de l'oubli où elle avait été volontairement ensevelie. En 2018, une équipe pluridisciplinaire d'archéologues de l'Université de Rome, dirigée par la docteure Isabella Fortunato, spécialiste reconnue de l'architecture souterraine des amphithéâtres antiques, mit au jour un réseau complexe de petites pièces rectangulaires situées sous la section orientale de l'amphithéâtre. Les murs portèrent des anneaux de fer solidement scellés dans la maçonnerie. Les sols présentaient des rigoles sophistiquées d'évacuation des liquides et les pierres conservèrent des traces troublantes de griffures humaines, comme si des ongles désespérés avaient tenté en vain de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour échapper à l'inéluctable. Les analyses au carbone 14 effectuées sur les résidus organiques retrouvés confirmèrent sans ambiguïté possible que ces structures dataient bien de la construction originale du Colisée et non de transformations architecturales postérieures réalisées sous d'autres empereurs. Les fouilles révélèrent également des fragments de poterie commune, des restes d'aliments typiques de l'alimentation carcérale romaine et surtout 6 plaques de bronze remarquablement bien conservées, gravées du mot latin « captiva », accompagnées de dates s'étalant précisément entre 79 et 82 après Jésus-Christ. Ces objets parlaient d'eux-mêmes, avec une éloquence terrifiante que nul discours académique ne pourrait égaler. Ces pièces souterraines n'étaient manifestement pas des prisons ordinaires destinées à contenir temporairement des condamnés en attente d'exécution, mais des chambres spécialisées de triage où les femmes capturées lors des campagnes militaires étaient méthodiquement attribuées à leurs propriétaires selon des procédures bureaucratiques établies. En recoupant minutieusement ces découvertes matérielles avec les écrits partiels de l'historien Cassius Dione, les lettres fragmentaires échangées entre sénateurs retrouvées dans divers fonds d'archives européens et les décrets législatifs conservés au Vatican, la chercheuse Isabella Fortunato démontra de manière irréfutable que cette pratique administrative n'était ni rare ni accidentelle, mais bien systématique et institutionnalisée pendant plusieurs décennies. Le silence pesant de Tacite
pourtant habituellement très prompte à décrire avec un luxe de détails les horreurs commises par les empereurs qu'il méprisait, prenait alors tout son sens tragique. L'histoire de Livia et de Gaius Valerius Maximus nous rappelle une vérité fondamentale que nous devons absolument garder vivante. La véritable grandeur d'une civilisation ne se mesure jamais à la taille imposante de ses monuments, ni à l'étendue de ses conquêtes territoriales, mais uniquement à la manière dont elle traite les plus vulnérables, celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir pour se défendre. Sous les pierres majestueuses du Colisée, subsiste encore aujourd'hui l'écho de milliers de voix féminines que l'histoire officielle a tenté d'effacer, mais que l'archéologie moderne fait progressivement revivre. Si cette plongée dans les profondeurs cachées de l'Empire romain vous a bouleversé, si vous ressentez l'urgence de préserver ces mémoires interdites qui révèlent la face obscure de notre héritage commun, abonnez-vous à cette chaîne qui s'engage passionnément à faire revivre les histoires oubliées des femmes dans l'histoire. Laissez un pouce bleu pour soutenir ce travail de mémoire absolument essentiel. Partagez dans les commentaires quels autres personnages féminins historiques vous aimeriez découvrir. De quelle région du monde vous nous regardez aujourd'hui? Votre engagement transforme ces récits ensevelis en témoignages vivants pour les générations futures. Car tant que nous continuerons à écouter ces voix silencieuses gravées dans la pierre et le bronze, Livia et toutes celles qui ont résisté avant elle ne seront jamais totalement perdues. Leur dignité survit dans notre mémoire collective, leur courage résonne encore dans nos cœurs. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle investigation dans les secrets les plus troublants des empires oubliés.